la loi d'autorisation doit être promulguée pour que le décret de ratification lui-même soit pris en application de la loi devenue applicable. C'est un instrument qui se situe, qui s'inscrit dans un double processus, de mon point de vue. D'une part, l'institution de ce que l'on peut appeler un véritable ordre régional africain par la consécration de valeurs partagées. Les valeurs partagées est un terme essentiel, et puis en tout cas que le sommet des chefs d'État de 1 janvier en a fait le thème phare de ces travaux. D'autre part, volonté d'enraciner de manière irréversible l'Afrique dans ce que l'on peut appeler le temple de la démocratie, ce que un politologue de renom, dont on étudie hélas plus beaucoup les travaux aujourd'hui, le grand Leslie Gibson, ce qu'il avait appelé dans un ouvrage intitulé d'ailleurs de cette manière, la civilisation démocratique. C'est un ouvrage qu'il serait bon de relire, la civilisation démocratique. Alors, j'aborde la paix sous ce double ancrage parce que un ordre régional, un ordre politique et juridique régional digne de ce nom n'est pas qu'une accumulation de textes, une accumulation de politique matérielle, de politique commune. C'est important, certes, mais un ordre régional ou sous-régional, d'ailleurs, digne de ce nom, suppose la consécration, l'objectivation d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes, de gouvernance, des principes qui sont communs. Je peux même dire l'émergence d'un principe de légitimité commun obligatoire. C'est très important, l'histoire nous le montre, qu'il s'agisse de vieilles constructions telles que la Sainte Alliance. Bon, la Sainte Alliance en Europe avait un principe de légitimité qui était le principe monarchique. Bon, il fallait défendre le principe monarchique, l'idée monarchique, partout en Europe, y compris en recourant éventuellement à la guerre, comme le prince de Metternich le faisait, c'est en les installer par la force des trônes menacés, notamment la campagne pour le trône d'Espagne, Metternich l'Autrichien, parce qu'à l'époque, c'était la grande puissance, les grandes puissances européennes, l'Autriche de la cité. Que vous preniez le Conseil de l'Europe, la grande organisation pan-européenne, très peu médiatisée, mais ô combien important. Vous verrez que le régionalisme dans le Conseil de l'Europe, qui est le Conseil de l'Europe, est porteur, est assis sur la préservation de l'idée de la prééminence du règne du droit, sur l'idée d'un régime de droit partagé par les différentes composantes étatiques, de sorte que vous ne pouvez pas être membre du Conseil de l'Europe si vous n'êtes pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est impossible. C'est impossible. Et la Convention européenne des droits de l'homme, comme la Cour européenne ne cesse de le répéter, n'est qu'un élément d'objectivation des valeurs et même du patrimoine constitutionnel partagé des sociétés européennes. Que vous alliez même à l'Union aujourd'hui, parce que cela a coulé, pour ainsi dire, au sein de l'Union. L'Union a dû réceptionner cette approche du Conseil de l'Europe et avec cet instrument qui fait partie des colonnes idéologiques de l'Union européenne, c'est-à-dire la colonne démocratique, la colonne des droits fondamentaux. Que vous alliez à l'Organisation des États américains, depuis le début, vous trouverez
l'adhésion à l'idée de la démocratie représentative comme élément de base de la construction de ces régionalismes, même s'il peut avoir des aspects sociaux, économiques et autres. Donc, un régionalisme digne de ce nom, un régionalisme qui n'est pas assis au-delà des politiques matérielles communes sur un principe idéologique, sur des valeurs partagées, sur un principe de légitimité obligatoire, en réalité, peut être considéré comme en étant pas sa forme. Et c'est pourquoi il y a eu un changement vraiment paradigmatique d'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, parce que l'organisation de l'unité africaine, si l'on accepte le principe anticolonial, n'était basé, pour ainsi dire, sur aucun principe de légitimité politique, comme un obligatoire. Pas du tout, il n'y en avait pas. Certes, dans la charte, dans les principes, on trouve la condamnation de l'assassinat politique. Oui, ça on trouve condamnation de l'assassinat politique, mais c'est une référence qui n'est pas une sorte d'expression du souci pour la valeur de la vie humaine en tant que telle, mais simplement le réflexe de ce qu'on a appelé le syndicat des chefs d'État par rapport à ce qui venait de se passer quelques mois avant la signature de la charte, à savoir l'assassinat autour du président Sylvanus Olympio. C'est tout. D'où d'ailleurs la référence très claire à l'intérieur de l'assassinat politique, l'assassinat, la peur mais pour le reste, non, on pouvait être ensemble, il n'y a pas de problème. Des républiques, ou ce qui pouvait en tenir lieu, des monarchies pures et dures, même les empires, dans l'empire même, il n'y a pas de problème. Nous tous on est ensemble. Logique impériale, logique républicaine, logique monarchique, on cohabite. Mais quand on cohabite, évidemment, ce n'est pas pour bâtir ou pour fonctionner suivant des valeurs partagées, des valeurs politiques partagées. Il n'y a pas de patrimoine constitutionnel qui est lié. C'est pourquoi, si j'évoque ces éléments, c'est pour montrer que la charte dont il faut faire la présentation ratifie une évolution qui s'est opérée à mais qui s'est opérée quand même depuis le début des années 90, fin des années 80, depuis les années 90, en faveur de sociétés africaines voulues ou se voulant plus ouvertes, plus libres, plus démocratiques, des sociétés qui se veulent, dans les lettres effectivement, qui se veulent plus jalouses de la vie et du bien-être de leurs enfants. Alors j'insiste sur cet aspect.